Les mythes, les légendes, les mensonges, la malinformation, c'est terrible. Je suis pas exempt de tout reproche, je peux me tromper, je peux dire des bêtises, mais je ne propage pas volontairement des messages tordus, de la mythomanie, des trucs qui sont aberrants. Donc, allons-y pour les 10 premiers sont assez classiques et après on va aller un petit peu en version avancée. J'ai démarré ce qu'on appelait le machine learning, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA en fin 2015. Donc j'ai quand même un petit peu mis les mains dans le cambouis. Depuis 2024, je suis officiellement consultant en IA et j'ai aussi fabriqué une techno qui s'appelle un RAG. Et je pense bien avoir été le premier à avoir mis en vente, en tout cas en France, cette technologie-là. Donc déjà, numéro un, est-ce que l'IA est intelligente? J'aime bien l'appeler compétence artificielle. Déjà, on ne sait pas trop ce que c'est que l'intelligence, au sens humain du terme. Compétence artificielle, ok? Les mots sont importants. Est-ce que l'IA va complètement remplacer les humains? Oui et non. Complètement non. Mais est-ce qu'elle remplace des humains? Est-ce que c'est un carnage? Absolument. Est-ce qu'elle va créer des jobs? Absolument. L'humain n'est pas inutile. L'IA n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour remplacer tes excuses. Par contre, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent l'IA en surface, ceux qui sont des prompt monkeys, ceux qui déflectent, ceux qui pensent qu'ils peuvent encore rivaliser avec la compétence artificielle, no chance. Zéro. Pas 0,00001, zéro. Flat. Adapte-toi ou arrête. Mais surtout, te plains pas. Tout le monde n'en a rien à faire et tu vas manquer à personne. Les modèles, les LLM, les plus gros sont les meilleurs. Traditionnellement, on dit que donc c'est en milliards de paramètres, moins il y a de paramètres, plus le modèle est idiot. Exemple, DeepSeek, LLM chinois, va de 1,5 B, 1,5 milliard de paramètres, à 671 milliards de paramètres. C'est pas aussi facile que ça. T'as pas besoin d'avoir DeepSeek 671B pour avoir une version de DeepSeek parfaitement opérationnelle, parfaitement valable pour ce que tu veux faire. C'est plutôt en fonction de l'objectif qu'on doit trouver la bonne taille de LLM. L'IA est objective et neutre. Elle s'est entraînée sur la connaissance, sur le savoir de l'humanité, qui n'est pas objectif et neutre. Et puis, elle peut elle-même se construire des biais, donc non. L'IA comprend le langage comme un humain? Absolument pas. Je vais pas rentrer dans le détail. Les robots ne comprennent pas ce qu'ils lisent au sens humain du terme. Ils n'interprètent pas du tout les langues comme nous, on pourrait les interpréter. Ça n'a absolument rien à voir. L'IA n'est qu'un outil, donc où est le danger? Alors non, il y a déjà l'argument numéro un qu'un outil, un marteau, tu peux planter un coup, ou tu peux défoncer un crâne avec. Mais ensuite, même l'outil en lui-même, il peut être corrompu, il peut devenir malveillant. L'IA n'est pas exemple de tout reproche, mais à la base, oui, c'est sûr que de la manière dont on va l'entraîner, même ce qu'on appelle le système prompt, donc les instructions de base qu'on lui donne, vont faire que ça peut être un outil plus ou moins dangereux. Mais pas seulement ce qu'on fait de l'outil. Seuls les les big tech peuvent faire de l'IA. Elon Musk récemment donnait le ticket d'entrée pour une start-up dans l'IA de 250 millions. Ça me paraît tout à fait valable comme chiffre
si tu veux aller jouer sur le territoire d'Elon Musk, de Microsoft, d'OpenAI, de Google. Et ça, c'est que des ordinateurs, d'accord, que des cartes graphiques, que du hardware. La techno en elle-même va pas coûter tant que ça. Mais pour héberger la techno, pour faire tourner tout oui, c'est massif. On peut certainement le faire pour 10 fois moins en étant très malin. Je peux pas en dire plus, mais je connais quelqu'un. Il viendra ici en interview pour expliquer comment lui joue dans la cour des grands avec largement moins que ce chiffre. Mais toi et moi, on peut construire de l'IA infrastructure. Je parle pas des gens qui font des outils avec des API, ok? Ça, c'est pas construire de l'infrastructure. Mais ce que j'ai construit s'appelle le RAG, R-A-G. Historiquement, j'ai quand même été le premier à en parler publiquement et à le vendre, en France en tout cas, en local, sur ordinateur. Pourquoi je dis ça? Parce que ça n'existait pas avant. Donc, j'ai quand même fait le tour. C'était assez impossible de le faire avant moi. Et alors qu'aujourd'hui, c'est très à la mode. Et mon RAG, ça tourne sur un Mac Mini M4 à 600 balles, no problème. La quantité de données est le facteur numéro 1, donc avant la qualité. La qualité des données, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le data labeling, celui qui a fait le plus gros hold-up dans l'IA, il est complètement inconnu. Tout le monde est son client, toutes les grosses boîtes. Il pèse je sais pas combien de milliards ou des milliards de dollars. Un ancien de Meta, Ed Chen, je crois qu'il s'appelle. Et il nettoie la data. Il emploie 100 000 humains qui vont en faire du data labeling. Donc les markdowns, les données structurées, le data labeling, et à la main. Ok, il n'y a pas d'autres options. Mon ami Christian Méline, rest in peace, a passé des dizaines de milliers d'heures à nettoyer la langue française à la main. Et pourtant, le gars, il avait toute la techno et tout le savoir pour essayer de faire en sorte que les robots nettoient la langue française. Et ça n'a pas été possible. Il y en a qui vont prétendre que c'est possible. Non. À mon humble avis, je ne peux pas me tromper. Hein. L'IA atteindra bientôt le niveau de la conscience, du savoir, du cerveau. La fameuse AGI, la super intelligence artificielle, qui sait tout sur tout. Du pipeau, du buzzword, du marketing. Des IA spécialisées sur des domaines plus particuliers, et la multiplicité de ces IA spécialisées, on pourrait théoriser qu'il y aurait éventuellement une super intelligence. Mais non seulement c'est pas pour bientôt, et puis la super intelligence, une seule qui sait tout sur tout, c'est très mauvais dans le vrai monde. Sur Internet, elle peut faire semblant, elle peut frimer l'IA. Mais amène-la sur des problèmes concrets du vrai monde, c'est fail. Il faut l'entraîner un problème à la fois. Et puis, l'entraînement, on en parlera un autre jour, mais l'entraînement d'un robot est quand même beaucoup plus fastidieux que l'entraînement d'un humain. Buzzword. C'est un des plus gros mensonges, là, ce truc de AGI. Faire semblant, oui. Ouais. On dépasse le savoir de tous les doctorats du monde en physique-chimie. Ouais, pas de problème. Compétence, pas intelligence. L'IA résoudra tous les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. D'accord? Ou en tout cas, de problèmes. De choses qu'on pourrait améliorer dans ce monde. Et l'IA servir à améliorer le monde, c'est assez vaste. Les algorithmes seuls, personnellement, j'y crois pas.
humain augmenté par algorithme, algorithme supervisé, aidé par les humains, voilà, une combinaison des deux, des trois, des quatre, et un problème à la fois, est-ce que le monde sera meilleur dans 10 ans grâce à l'IA? J'ose espérer que oui. Est-ce qu'il va y avoir des turbulences et des incidents et des erreurs court terme? Absolument. Choisis ton scénario, camarade, mais il va y avoir un gros accident et malheureusement, oui, des gens vont disparaître à cause de ça. L'IA donc est consciente, l'IA a une conscience, non, elle n'est pas vivante, elle a pas de désir, de perception d'elle-même, elle n'a pas vécu des souffrances, des joies, c'est des maths, elle prétend, elle fait semblant, très très bien, mais rien de plus. Il va falloir introduire de la biologie, il va falloir même changer sans doute de référentiel du point de vue physique, hein. Je pense à la mécanique quantique notamment, et Terminator peut-être. Par contre, l'humain augmenté, l'humain avec la puce dans le cerveau, lui, il va être l'apex, ça va être l'espèce dominante, très très rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que le super robot. Humain augmenté avant Terminator, bien avant, des décennies avant. Le RAG supprime les hallucinations. Donc j'ai fabriqué, je suis même à ma 4e version, c'est pas une évolution, c'est 4 différentes technologies de RAG. Je commence à connaître un peu le problème. Ça ne veut pas dire que ça n'hallucine pas, mais tu peux tout à fait le construire de travers. C'est une des phases les plus critiques de la construction d'un RAG, c'est le choix de ton modèle pour l'embedding et la vectorisation. Tu fais ça de travers et ça va pas marcher. Et puis le RAG universel, c'est relativement compliqué. Il vaut mieux construire des RAG spécialisés. Et ça va même, c'est pas genre, ok, je vais faire un RAG pour les avocats. Non, à la limite, ça serait plus, ok, un RAG spécialisé pour les avocats dans la finance, voire même les avocats dans la finance spécialisés en crypto, par exemple, ou en hedge funds, ou j'en sais rien, mais hyper niche. Fenêtre de contexte plus grande égale meilleure réponse, la context window. Quand je vais t'expliquer ça. Un petit peu la mémoire vive, la RAM. Si tu connais donc la mémoire morte, ton disque dur, et la mémoire vive de ton ordinateur, donc une mémoire qui s'efface quand tu éteins ton ordinateur. Et la fenêtre de contexte, c'est un petit peu ça. C'est là, tu as un certain nombre de tokens, centaines de milliers, Google Gemini va jusqu'à 1 million de tokens pour la mémoire de ta discussion. Ça doit peut-être arriver, tu papotes ou tu génères une image et puis tu veux corriger, au bout d'un moment, ben, ça fait n'importe quoi et plus tu insistes et ça continue n'importe quoi. C'est mort. Redémarre une nouvelle fenêtre, arrête la discussion, ça va faire qu'empirer, tu es à court de tokens, ta fenêtre de contexte est épuisée. Donc tu vas dire, l'agrandir, c'est mieux. Pas forcément. Ces réglages, le problème c'est ça, c'est que si tu utilises juste ChatGPT et que tu n'as pas conscience de toute la sensibilité de ces réglages et la différence énorme que ça fait, il n'y a pas de réglage moyen et de laisser comme ça par défaut. Non, c'est pas vrai. Juste agrandir la fenêtre de contexte ne donne pas de meilleurs résultats. Les hallucinations sont juste un bug du modèle, j'en ai parlé récemment, c'est inscrit dans sa génétique, dans son ADN, dans son pré-training, dans son pré-entraînement, dans son entraînement, dans la manière dont c'est entraîné. C'est forcé d'halluciner. Retourne quelques vidéos en arrière pour en savoir plus sur le sujet, mais ça n'est pas prêt de s'arrêter, à mon humble avis. Je peux me tromper. Autre réglage très important, fondamental, même plus important, bon, ils sont tous importants, mais la température. Donc, c'est une échelle de 0 à 1 ou de 0 à 2, et plus c'est bas, plus la réponse va être déterministe, plus c'est élevé, plus la réponse va être créative.
Et on dit, ok, si tu es au milieu, c'est bon. Le réglage par défaut, ben non, c'est pas bon. Il faut savoir régler la température. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus récemment. Domine ChatGPT, je crois, un truc comme ça, qui... Ah, le titre, c'est pas... Je crois que ça, c'était juste la vignette. Domine ChatGPT. Je me rappelle plus du titre, mais c'est récent. Cherche en arrière et tu verras que j'explique ce problème de température et notamment comment tu peux influer dans ton prompt puisque tu n'as pas accès au slider qui règle la température en utilisant des bons mots. Et la réponse va changer drastiquement en fonction de la température. Si tu veux écrire un mot d'excuse pour l'université ou l'école, ou une lettre à ton avocat, c'est pas la même que si tu veux brainstormer des titres pour YouTube. Ok ? Les agences s'autocorrigent avec assez de boucles de réflexion. Ça va amplifier les erreurs. Il faut avoir des outils de vérification, il faut faire du feedback, il faut valider. Juste faire des boucles de réflexion, je sais pas comment les gens tombent sur ces trucs-là. Bon là, on est dans des trucs un peu plus nerd, hein, je comprends. Aide-toi d'une IA pour traduire ce que je dis, mais c'est super important. Quand tu as une mauvaise réponse, quand ça fonctionne pas, ok, tu cherches à générer une image et ça marche pas, tu cherches à brainstormer quelque chose et ça marche pas, tu cherches à développer une app, ça marche pas, bon bref. Déjà, règle numéro 1, tu dois toujours valider la réponse. Tu vois, dans ChatGPT, tu as des pouces en haut, pouces en bas, minimum fais ça. En anglais, je dis satisfactory output, end. Et je termine la conversation, ou output non satisfaisant, fin. Output, c'est l'input et l'IA te fait l'output. Tu dois valider la réponse. Donc c'est pas un échec, c'est de l'apprentissage. Mais tu dois valider, tu dois l'aider à apprendre que, ok, et que là t'en as marre, t'as plus envie de continuer, tu dis non, ça marche pas, fin. On arrête. Et cette foutue tendance de se confondre en excuses de la part d'un LLM, moi je trouve ça insupportable. Mais bon, écoute, les LLM chinois sont un petit peu moins woke que ceux de la Silicon Valley. La validation humaine est la seule solution viable. C'est-à-dire qu'avant, du temps où j'ai démarré en 2015-2016, le machine learning, l'apprentissage machine, tu payais des humains, ce qu'on appelle les micro-tâches, micro-workers, à valider les réponses. Est-ce que ce chien, c'est bien un labrador ? Il faut que l'IA se bouffe 1 million de labradors, et puis après, il faut qu'un humain valide, oui, voilà, ça c'est bien un labrador, quoi. Mais l'humain aussi peut se tromper, il n'est pas exempt de tout reproche. C'est... Là, aujourd'hui, comment ils font ? Tu vas faire un cluster, tu vois, par exemple, je peux utiliser 10 LLM, je pose une question, et puis s'il y en a 7 sur 10 qui donnent cette réponse, alors, je sais pas, par exemple, quelle est la taille du capteur de l'iPhone 17 ? Je sais même pas quelle est la taille du capteur de l'iPhone 17, mais mettons, je te dis une bêtise, hein, mettons que ce soit 1 centimètre, et qu'il y ait donc 7 LLM qui disent 1 centimètre, et qu'il y en ait 3 qui disent 2 mm, l'autre 5 mm et l'autre 10 cm, bon, tu dis, ça va être à peu près 1 cm. C'est absolument pas 1 cm la taille du capteur d'un iPhone, mais peu importe. Toujours plus, ouais, alors ça c'est important, la synthétique data, et justement,
pour rebondir sur ce que je viens de dire, on est dans l'ère de la synthetic data, c'est-à-dire que l'IA a bouffé tout le savoir de l'humanité. Aujourd'hui, les humains se servent de l'IA pour générer du contenu, l'IA bouffe ce contenu, l'IA génère du contenu tout seul, elle bouffe ce contenu, ça s'appelle la synthetic data. C'est une nouvelle ère, on ne doit pas revenir en arrière pour scaler, pour faire plus. La synthetic data est absolument indispensable. Est-ce que c'est une bonne idée? Je juge pas. Tu peux par toi-même deviner le plan. On va pas revenir en arrière, d'accord? Est-ce que ça améliore la qualité? Et puis surtout, en sachant que au-delà d'un seuil, il suffit de 1% de data corrompue pour, ça s'appelle le modèle collapse, pour que ça, tout parte en vrille. 1%. Et puis, vectorisation, embedding, bon bref. Ouais, synthétique data, ouais. L'anonymisation des données garantit la vie privée. Tu peux tout à fait reconstruire la donnée derrière, tu peux tout à fait trust no one, IA en local, j'utilise le cloud, mais j'ai eu un comportement à peu près sain par rapport à ce que je donne à bouffer au cloud et ce que je fais en local sur mon ordinateur sans avoir même besoin d'être connecté à Internet. Les guardrails suffisent pour assurer la sécurité. Non, les guardrails, ils peuvent être corrompus, regex, les filtres. Il faut vraiment des défenses, niveau de défense multicouche et en plus même toujours pareil, l'humain est très fiable et si tu veux pénétrer un système, bien souvent le social engineering, plutôt que trouver des failles technologiques, est bien plus facile. Les modèles open source sont moins sûrs que les modèles propriétaires. C'est une des plus grosses bêtises que je vois circuler. J'utilise à 80% de l'open source, 20% des modèles propriétaires. Bien au contraire, le fait que ce soit ouvert, open source, que ce soit en local sur ma machine, que je puisse le décortiquer, que je puisse espionner ce qu'il fait, est-ce que Qwen ou DeepSeek se connectent à Shanghai? Je te garantis que non. Et à l'inverse, est-ce que les modèles propriétaires, donc ChatGPT, enfin plutôt GPT, Llama, Grok, sont conformes? Est-ce qu'ils sont, sur tout point de vue, légaux et carrés? Absolument pas. Par exemple, ça avait buzzé que les conversations partagées de ChatGPT étaient indexées par Google. Oui, bah celle de Perplexity, celle de Grok aussi. C'est Google, il bouffe tout, il est très bon. Et le truc de te dire « Oh, on s'entraîne pas sur tes données », déjà, il y a une règle dans la tech, c'est fais le truc, et puis après, si tu te fais prendre, ben, embauche un bon avocat, pas grave de mentir, et puis ensuite, contourner les conditions au nom de la sécurité, il fallait absolument surveiller les conversations. On s'entraîne pas, mais on regarde quand même. Allez. Un point très délicat. Fair use, F-A-I-R, plus loin U-S-E, contre les droits d'auteur, le copyright. Il faut que tu t'éduques là-dessus. Puisque, par exemple, c'est un truc utilisé sur YouTube, tu veux commenter un morceau de musique. À partir du moment où tu rajoutes suffisamment de toi-même, ton commentaire est suffisamment éloquent, et puis après, voilà, question de pourcentage par rapport au fichier original, la musique ou une vidéo, bon, bah, c'est fair use, t'as le droit. Et là, c'est dit, ok, on a
piquer tout le savoir de l'humanité, même tout ce qui est protégé par les droits d'auteur, et on demandera la permission plus tard. Et ils mettent en avant ce truc de fair use. On a suffisamment remixé tout le savoir de l'humanité pour que ce soit plus copyrighté. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il devrait y avoir une nouvelle sorte de législation qui va émerger de ce débat. Les droits d'auteur à l'ancienne, à la Molière, c'est plus bon. Le fair use à l'américaine, c'est plus bon non plus. Les benchmarks reflètent la qualité réelle. Et ça, c'est absolument faux. C'est une illusion. C'est à celui qui joue la plus grosse. Tu peux même manipuler le truc. Tu peux créer un LLM qui est simplement fait pour avoir des bons scores au benchmark, mais qui est complètement inutilisable dans la vraie vie. Meilleure similarité vectorielle égale plus de pertinence. Truc que je connais par cœur, puisque ma stratégie SEO, la stratégie numéro 1 SEO, qui s'appelle le cocon sémantique, est basée là-dessus. Il faut un petit peu plus que juste la similarité vectorienne. Si tu fais juste ça, ça va pas suffire. Tu vas souvent être hors sujet, c'est trop en surface. Alors, latence et qualité forment un compromis fixe. Tous ces trucs-là, si tu comprends pas, je suis désolé, mais c'est simplement que c'est des discours de nerds, c'est des batailles de nerds sur des trucs où en fait les gars ils sont assis sur des vérités un petit peu trop simplistes et au final c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas forcément de meilleure solution, il y a de meilleurs compromis, il faut être un petit peu plus intelligent, un peu plus de bon sens, voilà, un peu plus de bon sens au minimum les gars quoi. Le coût par token est le seul marqueur pour voir combien ça coûte. Déjà, tu es une victime, tu es un client, si tu payes des tokens, voilà, $10, le million de tokens chez OpenAI, je paye 0, puisque moi c'est en open source, c'est en local, et si j'étais pas prêt à payer dans le cloud, 10 centimes, 20 centimes. Et c'est surtout que donc non seulement c'est extravagant, et le biais cognitif de validation, tu vas dire « Ah ben je gagne l'argent avec, donc peu importe combien ça coûte ». Ok, alors pas d'objection à ça. Mais de l'autre côté, c'est plutôt les tokens efficaces. De simplement compter les tokens, c'est pas assez fin. Si ça marche pas, si c'est à jeter à la poubelle, le résultat, l'output, c'est le coût réel, et puis après, il faut aussi l'infrastructure, donc les échecs, le support humain, tout ça. Non, c'est pas juste le coût des tokens qui va déterminer ton budget. Donc, pour rester lucide, moi je dirais qu'il faut que tu partes déjà de l'objectif. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Je tombe pas amoureux d'une techno. Ah, l'API OpenAI, c'est chouette, je peux générer un texte pour 17 centimes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux générer un texte, je veux produire un bon texte. Quelle techno je vais utiliser? J'en sais fichtre rien. Et ça va sans doute être bien plus que l'API d'OpenAI. Et là, c'est fait ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Il faut vraiment tout documenter, tout loguer, tout inscrire. Parce qu'ensuite, c'est un espèce de puzzle infâme, ça fonctionne, mais ouais, on est commenté son code, tout ça. L'IA est bien meilleure que nous pour s'organiser à ce niveau-là. Itération, il faut que tu vraiment t'évalues par segment, brique par brique, plutôt que te perdre dans, j'avais parlé juste avant aussi, pareil, le task overload, alors que tu dois, là, tu es en train de construire, poser une brique, il n'y a rien d'autre qui existe que cette brique, et le ciment que tu dois mettre dessus, dessous, à côté, essaye de perfectionner ça, oublie le reste de la maison. T'as pas à penser à la tapisserie, à la plomberie, juste la brique que tu poses là, tout de suite, maintenant. Rien d'autre doit exister.
ultra focus sur la brique par brique. Je ne sais pas, vaut mieux qu'une hallucination. Accepte le refus. Et puis ensuite, j'en ai aussi parlé, la vidéo juste avant, robustesse, bas performance. Tu veux construire un système robuste. Donc, il va falloir toi-même l'attaquer, toi-même te critiquer, toi-même essayer de trouver les failles. Ou en tout cas, utiliser ton copilote, l'IA, pour évaluer la robustesse de ton système. Trust no one. Ne fais confiance à personne. Sécurise ta vie. Reste libre. L'IA en local est le seul futur viable. Mais au final, on est quand même bien là. Vive l'IA. Merci.